rapidement, parce qu'il est déjà tard. On répondra aussi aux questions qui ont été posées. Il y a eu plein de questions là sur le chat. On va tout synthétiser. On vous répondra individuellement ou collectivement à toutes les questions que vous avez posées. Sur la consommation, évidemment, tout le monde le sait, elle est en pleine évolution, évolution qui s'approche même d'une révolution parce que la crise sanitaire accélère la mutation des habitudes de consommation. Alors, avec des tendances qui sont inquiétantes parfois, on le verra après, reconfortantes pour d'autres, avec une forte progression des attentes des habitants sur les questions de local, du localisme, de la proximité, de la qualité, de la consommation éco-responsable. Bruno Marsdorf parlait tout à l'heure de décroissance, voire de déconsommation. En tout cas, il y a tout un sujet qui est en train de vraiment monter en puissance sur les commerces de proximité. On a vu le mouvement autour des librairies là, très récemment, le boom des espaces de vente mutualisés et des formats de vente plus petits et plus innovants. Donc, on va pas développer tous les types de commerce, les pop-up stores, donc les commerces éphémères, les shop-in-shop, les concept stores, etc., etc. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la tendance, elle est plutôt à des formats de vente plus petits, aussi bien auprès des commerces indépendants que voire même de grandes enseignes type Decathlon. On voit maintenant des petits formats de Decathlon qui se réimplantent en centre-ville, au plus proche des consommateurs. La progression du do-it-yourself, les produits à faire soi-même, et de certains créneaux commerciaux qui, eux, ne connaissent pas la crise, le loisir créatif, le bricolage, le jardinage, qui sont en pleine, vraiment en forte explosion. Le e-commerce, ça tout le monde le sait, autour du triptyque drive, livraison, click and collect. Donc tout ça montre qu'il y a une mutation des habitudes avec deux chiffres qui sont assez intéressants. Le premier, 74% des Français se disent prêts à payer plus cher pour des produits locaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant à noter. Et deuxième chiffre qu'on va voir apparaître de suite, c'est que malgré cette appétence, on va dire, des Français pour les circuits courts, pour le local, aujourd'hui, à l'échelle des Bouches-du-Rhône, seulement 5 à 10% des fruits et légumes produits dans le département sont vendus localement. Sachant là-dessus qu'on est quand même sur un département qui est un gros producteur, donc qui a une production qui est très importante, mais qui aujourd'hui part pour beaucoup à l'étranger en Europe du Nord. Et donc, est peu valorisé localement. Tout à fait. Ouais, vas-y. Alors, la concurrence d'Internet, c'est évident, 254 milliards d'euros de ventes nettes pour Amazon en 2019, c'est un record, et surtout des bénéfices multipliés par 2 au deuxième trimestre 2020. La concurrence accrue d'Internet, l'accélération du e-commerce, elle est claire et nette. Les ventes sur Internet ont progressé de plus de 5% au deuxième trimestre. Donc, il y a un enjeu aussi autour des marketplaces. Alors, les marketplaces, c'est les espaces de plateformes de vente qui peuvent être internationales type Amazon, qui peuvent être aussi locales, type la plateforme Toutex, qui a été lancée récemment par la ville d'Aix, par la SPLA, qui en fait est une forme de Amazon locale. Et on voit que ces plateformes-là qui mettent en relation des consommateurs locaux et des commerçants locaux sont en train d'émerger, de pulluler à travers la France. Il y en a de plus en plus qui se développent et Aix est un peu novateur en la matière et c'est vraiment des expériences extrêmement intéressantes pour rapprocher consommation et vente. L'autre point à noter, et là je rejoins et on fait le lien avec ce que disait le maire de Vitrolles tout à l'heure, effectivement, les grandes surfaces aujourd'hui connaissent de grandes difficultés, mais ce n'est pas nouveau. Depuis quelques années déjà, le chiffre d'affaires des hypermarchés est en baisse. En gros, depuis 2015, le chiffre d'affaires des hypermarchés est en baisse. On a vu de nombreux plans sociaux se succéder chez Carrefour, Casino, etc. Leur chiffre d'affaires recule. Et dans le même temps, ce sont les formats plus petits qui se développent. Donc, autre chiffre intéressant, du 17 au 22 mars, donc là, c'est des données extrêmement récentes de 2020, les ventes des hyper de plus de 7000 m² ont plongé de 24%. Donc là, c'est un peu à l'encontre de ce qu'on imaginait. Et dans le même temps, l'activité des super, donc des formats un peu plus petits des supermarchés, a progressé de 28%. Donc, il y a potentiellement un sujet sur ces grandes surfaces, sachant par ailleurs, et c'est le dernier chiffre, que les grandes foncières commerciales, donc c'est les grandes sociétés qui investissent dans l'immobilier commercial au niveau national. Ça, c'est un chiffre qui est sorti récemment dans le journal Le Monde. Leur capitalisation boursière, donc leur cote, on va dire, en bourse, a été divisée par 2
quasiment à 1 an. Donc, ces grandes foncières commerciales qui avaient plutôt un modèle économique très porteur ces dernières années, on s'aperçoit que là, sur la dernière année, récemment, elles ont une capitalisation qui a chuté de moitié, et particulièrement celles qui ont investi dans les grands centres commerciaux. Donc, ça pose aussi la question de l'avenir et du devenir des grands centres commerciaux, type plan de campagne, comme l'évoquait tout à l'heure M. Gachon. Dernier point sur l'économie, alors post-Covid, ça c'est un peu difficile aujourd'hui. On n'a pas de chiffres vraiment qui vont permettre de dire quels secteurs seront plus impactés que d'autres. En tout cas, les chiffres qui commencent à circuler, c'est qu'avec la récession qui s'annonce, c'est plus de 800 000 emplois qui pourraient être détruits. Donc en la matière, on a peu de certitudes. C'est très 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 difficile de prédire ce qui va pouvoir arriver. En l'occurrence, ce qu'on observe déjà, c'est que le bureau dit traditionnel n'a plus la cote. On voit que les investissements dans l'immobilier de bureau a chuté de 41% récemment. Alors la métropole Aix-Marseille est un peu moins concernée par ce phénomène-là. C'est un chiffre national. Pour autant, ça nous questionne et ça doit nous questionner sur la stratégie économique à mettre en œuvre. Entre crise économique, développement du bureau du télétravail et un point qu'on n'a pas développé, mais sur lequel on va être assez rapide, c'est le développement des nouveaux lieux d'innovation. On a parlé du coworking, on pourrait aussi parler des Fab Labs, des incubateurs, des tiers-lieux. Tous ces espaces-là se développent très rapidement, alors que le bureau traditionnel, on va dire, lui, est plutôt en difficulté. Un chiffre, 1700 espaces de coworking en France. C'est un modèle économique qui est très porteur. En 2019, ce modèle-là, il a mobilisé à peu près la moitié des surfaces économiques donc d'immobilier de bureau qui ont été commercialisées. Alors, on ne dit pas, c'est pas forcément un modèle dont on est sûr qu'il ne va pas aussi connaître des difficultés. Hein. Pour autant, le nombre d'espaces de coworking a été multiplié par 3 en 2017. Voilà. Depuis 2017. Depuis 2017. Sur 2 ans, entre 2017 et 2019. Tout à fait. Voilà. On va laisser peut-être la parole à Bruno Marsloff. Oui, quelques mots. En effet, l'OPA m'a demandé d'intervenir sur un champ sur lequel je ne suis pas du tout expert, celui de l'économie, mais je vais quand même essayer de vous livrer quelques réflexions. Alors, il y a 2 réflexions qui vont nous permettre de revenir sur des propos qui ont été tenus auparavant et qui me semblent intéressants parce que je pense que ce sont des opportunités. J'ai 2 constats qui me paraissent être nécessaires pour pouvoir avancer sur ces chantiers économiques, et puis 3 pistes. Alors, les deux points, les 2 constats sur lesquels on a déjà débattu et sur lequel M. Gachon est intervenu tout à fait à bon escient. Moi, ça me semble assez intéressant, c'est celui de la dynamique rurale, puisque M. Gachon disait que le pays d'Aix était plutôt bien positionné compte tenu de la structure des villes, bourgs, etc., de votre territoire. Et je pense en effet qu'il faut voir ça comme une opportunité. Il faut voir ça comme une opportunité. Quelques chiffres, enfin, la dynamique est du côté des ruralités avec une augmentation du nombre d'habitants de l'ordre de un peu moins de 1%, 0,7% par an depuis 2009, dans les communes de faible densité. On estime que 600 à 800 000 personnes auraient quitté les grandes villes entre 2015 et 2018. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une accélération de ce mouvement-là. Et donc là, peut-être en effet en voir une opportunité et voir comment faire en sorte que apporter ces ressources qui sont nécessaires, et on l'a dit tout à l'heure, c'est en effet un défi, mais il y a derrière des recettes résidentielles qui sont relativement conséquentes liées à cette migration de la population. Donc là, moi, ça me semble là quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui peut participer à la réflexion du PLUI. Le deuxième point, on l'a déjà traité, mais il est enrichi parce que M. Gachon a dit de l'urbanisme commercial. Là encore, c'est une opportunité. Il y a une dynamique qui est adossée au numérique. On a compris que la population est
dans une très grande majorité relativement à l'aise, voire très à l'aise avec ce qui se passe là-dessus, et qu'il faut s'appuyer sur cette opportunité du numérique pour développer tous les concepts qui sont liés à la distance. Et en effet, je m'accorde à ce qui a été dit par M. Gachon. Je pense que l'urbanisme commercial des grandes surfaces vit ces dernières années et qu'il se prépare des temps extrêmement difficiles. Ça a été corroboré par les chiffres qu'a donné Ludovic là dans sa présentation. Donc là encore, je pense que se diriger vers un urbanisme qui s'adosse sur de la commande à distance, mais derrière sur une logistique intéressante, mais aussi sur des productions locales, est une piste qu'il faut travailler. Les deux constats suivants donc n'ont rien à voir, mais me paraissent nécessaire d'introduire dans la réflexion du PLUI. La première, c'est la question de l'équilibre entre la métropole et les arrière-pays. On est à un moment assez intéressant, assez crucial, pendant des décennies, ou en tout cas dans les grandes dernières années qui sont passées, la métropole était créditée d'une puissance qui submergeait celle de ces pays environnants. Et les choses sont en train de changer, en tout cas chez les experts, mais aussi, bien évidemment, on l'a dit, chez les usagers. Alors, est-ce que ça suit chez les politiques? C'est vous qui me donnerez la réponse. Donc, à plusieurs titres, ça change. La première, c'est l'attractivité démographique retrouvée de ces arrière-pays, là on vient de le dire. Ensuite, cet arrière-pays fournit une masse non négligeable de travailleurs qui œuvrent au service de la métropole, et certaines activités pourraient faire le chemin inverse, c'est-à-dire se diriger, venir s'installer dans l'arrière-pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à observer. Et puis, il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais qui me paraît extrêmement important dans le dialogue que peuvent avoir la partie centrale des métropoles et les parties extérieures, les arrière-pays, c'est que ces arrière-pays disposent d'un capital assez extraordinaire qui est absolument nécessaire, c'est celui de l'équilibre écologique. Seule cette partie-là est capable d'apporter les éléments, les ressources alimentaires d'une part, mais aussi le puits carbone que représente leur zone verte. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors, il n'y a pas de résultat pratique à ça, mais je pense que dans le dialogue entre les parties, il y a là quelque chose d'intéressant. Deuxième constat qu'il faut avoir en tête, et il m'a été inspiré par une tribune d'un architecte urbaniste dans Métropolitique, c'est Antoine Bresse, c'est la question de la réflexion globale sur un territoire comme le vôtre, où lui prêche pour penser le territoire avant la ville, c'est-à-dire avoir une vision globale. La question des équilibres, là encore, se pose. Comment sortir du dilemme entre concentration et dispersion? Comment réfléchir à ces questions de densité qui ont été évoquées dès le début de nos échanges? Là, on fait le constat des limites de la métropole et où on voit que ces questions d'hyperdensité sont souvent le moteur de dysfonctionnement. Donc là, je pense qu'il y a un sujet de réflexion pour le PLUI. Et puis alors les trois pistes de travail que je vois et qui me semblent qui me semblent activées d'ores et déjà, c'est des choses qui se passent déjà. Hein. C'est la mission gouvernementale de l'agenda rural. Elle est active. Hein. La mission agenda rural, c'est quelques 200 propositions qui ont été énoncées en début d'année dernière auprès du de la ministre de la Cohésion des Territoires. Hein. Jacqueline Gouraud souhaite notamment l'accès à tout un socle de services universels, à moins de 30 minutes de trajet sur tout le territoire, et donc entreprend dans une série de mesures qui ont été annoncées juste avant le confinement, le 20 février.
Il y a là soutenir les petites centralités, redynamiser des petites villes de moins de 20 000 habitants, soutenir les petits commerces et lieux de convivialité, petits commerces et nouveaux lieux avec l'opération 1000 cafés de SOS et 150 tiers-lieux, assurer l'accès au numérique, prendre en compte les spécificités des établissements scolaires dans ce territoire et faciliter l'accès aux services publics. Et là, il y a toute une série de mesures qui sont en train de se mettre en place et dont il faut se saisir pour avancer là-dessus. Le deuxième point, c'est les outils juridiques et économiques. Et là, il y a une actualité qui est assez intéressante. Donc, c'est tout ce qui relève des entreprises publiques locales, des SEM, des SPL, des sociétés publiques locales. Donc, c'est une structure juridique à disposition des collectivités locales pour la gestion de leurs services publics. Et la réflexion a été faite qu'elles ont très bien traversé la période de la crise, sans doute beaucoup mieux que beaucoup d'entreprises. Et là, il y a une série de mesures récentes qui va dans ce sens, avec notamment la création de foncières de commerce d'ici à 2025, annoncée par le gouvernement en septembre, au sein du programme Petite Ville de demain, qui a été lancé le 1er octobre. Donc là, il y a des opportunités pour les SEM et les SPL au plan de l'économie locale. Et puis, dernier chapitre que je ne vais pas développer, mais je pense qu'il faut avoir en tête, c'est tout ce que, d'ailleurs, ça a jalonné un petit peu nos échanges, c'est tout ce qui relève des économies de proximité, c'est la montée en puissance des circuits courts, de l'agriculture de proximité, du bio, du local, voire vers un retour à des productions locales industrielles. Et là, une migration inverse de la ville et des périphéries de la ville vers des territoires plus périphériques, plus ruraux. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous délivrer sur ces questions d'économie dont je vous rappelle que je ne suis absolument pas un expert. Merci d'avoir relevé le défi. Quand même. Comme vous dites, sans en être expert, de lancer le débat. C'était un petit peu l'objet quand même qui était attendu sur ce troisième moment. Donc, sur les bases de ce que vous venez d'évoquer, l'idée là, c'est de laisser un peu la parole aux 40 participants qui sont encore là et qui, je pense, ont beaucoup à dire. Ou pas. On a entendu. Oui, Madame Sedano. Non, je disais, on a entendu tellement de choses que voilà, il faut déjà digérer toutes les informations. Mais moi, je reste un peu sur mon premier questionnement de la première présentation sur la problématique de retrouver des espaces pour désengorger les villes et puis cet objectif de réduire les espaces à urbaniser dans nos communes au niveau du nouveau PLU des objectifs que vous avez bien expliqué, hein, c'était très clair. C'est juste que ça me paraît un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, c'était juste une remarque sur la complexité de la situation. Ce n'était pas une question, hein, c'était juste une remarque. Non, mais peut-être quand même un élément de réflexion. Il y a la question de la densité et il y a la question de l'intensification urbaine. L'intensification urbaine, ça peut être plusieurs choses. Ludovic, quand il nous a présenté les habitats nouveaux et notamment les habitats collectifs et participatifs, on voit bien que là, il y a une certaine vision économie de la densité qui, par la mutualisation d'un certain nombre de parties communes dans l'habitat, va permettre en fait de résoudre en partie la question de la densité. Ça, c'est une chose. D'autres formes de mutualisation, c'est celles qui peuvent être imaginées autour du concept de hub tel que je l'ai évoqué sur cette expérimentation qui a lieu donc en Île-de-France. On voit bien que là, il y a des pistes. J'entends parfaitement hein, votre préoccupation et je pense que beaucoup d'autres la partagent. Mais je pense que
réfléchir en termes d'intensification urbaine, de mutualisation, d'optimisation des espaces dans le temps. Réfléchissez, il y a toute une série d'espaces qui sont dévolus à des temporalités déterminées. L'école, elle n'est pas utilisée pendant tout l'été, pendant les vacances, etc. Et il y a, d'une manière plus générale, toute une série d'agencements qui sont possibles. Là, il y a des bureaux du temps qui travaillent sur ces sujets-là. Et là, on voit qu'on a des pistes d'intensification urbaine qui ne renvoient pas nécessairement à grignoter et à minéraliser de nouveaux espaces. Il y avait plusieurs questions dans le chat. Peut-être vous pouvez consulter le chat où il y avait plusieurs questions qui vous étaient destinées, notamment par exemple concernant les corridors pour les oiseaux avec la ceinture de parcs photovoltaïques qui entoure le pays d'Aix et récemment l'installation d'éoliennes. Donc c'était la question entre les implantations et le corridor pour les oiseaux. Si vous avez des éléments peut-être. Oui, alors on sait très bien que ces installations ont un impact non négligeable sur le déplacement des oiseaux, notamment parce que les parcs photovoltaïques, d'une part, font souvent un effet miroir qui donne l'impression aux oiseaux, en fin de compte, d'un milieu humide. Et vous avez non seulement des insectes qui viennent sur cet effet miroir et qui attirent donc les oiseaux qui se blessent et qui parfois meurent sur la chasse après des insectes qui sont au-dessus des parcs photovoltaïques. Donc il y a cet aspect qui est un petit peu délicat, mais qui est pris en compte en tout cas dans la construction des parcs photovoltaïques aujourd'hui. Quant aux éoliennes, alors les éoliennes ont un effet plutôt négatif sur les populations de chiroptères aujourd'hui, parce que les antennes, les hélices d'éoliennes émettent un champ magnétique qui font imploser les chauves-souris à leur passage. Donc ça aussi, c'est une problématique. Ce qui est important, c'est dans le cadre à la genèse d'un projet d'éolienne ou de parc photovoltaïque, c'est de bien connaître en fin de compte le maillage et la situation, le positionnement géographique des espèces patrimoniales, celles qui ont des enjeux, celles qui sont protégées, et surtout connaître leurs habitats de reproduction pour que ces constructions ne soient pas forcément dans l'axe justement de déplacement de ces espèces patrimoniales. C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut arriver toujours à la genèse du projet, et dans les dossiers d'études d'impact concernant cette activité, il faut toujours travailler ce qu'on appelle les mesures d'évitement qui ne sont pas forcément bien interprétées dès le départ. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus, mais en tout cas, les impacts réels existent sur ces projets de développement durable, et pourtant on en a besoin. Donc il faut trouver des solutions intermédiaires entre ça et puis la biodiversité, en ne mettant pas ces constructions n'importe où en tout cas. Merci beaucoup de cette intervention. Je vois là beaucoup de messages de personnes qui voient que l'heure tardive fait que ça se déconnecte beaucoup. Je propose à M. Ciotte, j'excuse M. Vincent qui a dû partir, et je propose à M. Ciotte le mot de la fin. Le mot de la fin, si ça pouvait être vrai, ça veut dire qu'on ait toutes les solutions. En tout cas, la fin de notre colloque. Merci à nos intervenants, à l'OPA, à tous les services pour la préparation de ce colloque, de ce séminaire de travail, on va dire, sur ces questions. On a abordé plusieurs sujets. Effectivement, la question des consommations d'espace, la question de comment on vit dans l'espace, et la question des reconfigurations et des restructurations des espaces et des friches économiques et commerciales. Ça nous oblige, et ce travail-là, il est important parce que ça nous oblige à prendre conscience des questions de biodiversité, des questions d'espace, des questions de comment on fabrique ces espaces-là. Et au fond, on se rend compte que même dans un espace comme le nôtre, qui est extrêmement divers, en plus confronté alors si on le remet dans la métropole, on se rend compte qu'on est en plus avec des territoires qui sont finalement
différents et assez semblables. Si on prend le territoire de Salon, si on prend le territoire de Liste, donc on a un peu les mêmes problématiques. La question qu'on a effleurée, mais sur lequel il faut qu'on ait une réflexion, c'est notre rapport, et ce n'est pas provocateur de ma part, c'est notre rapport quand même à Marseille, parce que la zone hyper urbanisée dans notre réflexion, enfin dans le sujet d'après-Covid, c'est quand même que même à Aix, les problèmes de densité étaient moins forts, les problèmes de comment on vit dans le moment où on est confiné, dans le moment où on se regarde dans la proximité, évidemment, ils sont moins forts qu'à Marseille. Et ils ont des impacts, et ils vont avoir des impacts sur nous, parce que, évidemment, ça va nous obliger, nous tirer vers ça peut tirer des populations plus urbaines vers les milieux périurbains ou ruraux, ou je ne sais plus comment disait Loïc tout à l'heure, mais il a raison. Et nous, on voit bien que ça nous met en tension sur les questions dont on parlait tout à l'heure avec l'élu de Venelle, de densité, parce que les gens, ils viennent chercher de la sous-densité chez nous. Et je reviens sur cette question de la densité et des consommations d'espace. Moi, je souriais tout à l'heure quand, dans la présentation, quelqu'un disait on va monter d'un étage. Je me mets toujours à la place des gens. Quand on monte d'un étage, j'ai tous les voisins qui sont contre. Parce que c'est déjà trop un étage, même quand on est en rez-de-chaussée, qu'on fait du R+1, c'est déjà quasiment trop. Si je regarde quand on est à l'échelle du puits. Et en même temps, voilà, donc c'est un peu confus mon propos, j'en ai bien conscience parce que je n'avais pas imaginé faire une conclusion, mais en tout cas, je ressors de là en me disant que c'est encore plus compliqué que ce que j'avais imaginé pour mettre des règles qui vont être acceptées par tous et vivables et soutenables, pour reprendre un mot à la mode, par chacun de nos concitoyens, parce que finalement, nous, les politiques, on n'est que l'expression. J'entendais tout à l'heure, il faut que les politiques soient plus courageux, les populations sont beaucoup plus avancées que les politiques sur un certain nombre de décisions, sauf que quand on prend les décisions, on se fait vilipender immédiatement. En un sujet qui est un sujet extrêmement provocateur, sur la question du logement social. Tout le monde veut du logement social, personne ne le veut à côté de chez lui, dans son village, et bien entendu, donc il y a une aspiration très forte des gens, 72%, je crois que sur Aix, Jean-Vincent a expliqué que c'est quasiment 80% de la population qui est éligible au logement social, et personne n'en veut à côté, et pourtant tout le monde y a droit. Et face au prix du mètre carré, au prix du loyer, c'est une solution pour assurer une diversité. Voilà, donc j'entends bien qu'il y a des aspirations sur la question de la biodiversité, sur les questions des changements de paradigme, de la décroissance, j'ai entendu sur ces affaires-là, mais je vois bien que quand même, ce n'est pas tout à fait la réalité sociale. Quand nous, on les propose ou qu'on les met en place, on se fait souvent quand même… alors, ça n'empêche pas d'avoir du courage. Et puis, sur la décroissance, il y a la décroissance de la création de richesses, c'est un sujet, de la décroissance de la consommation, mais on a quand même aujourd'hui un problème, et je le vois nous, de croissance globale de l'humanité sur cette petite terre et même sur notre petit territoire du Puy-Sainte-Réparade, qui pose quand même un certain nombre de difficultés. Donc, au fond, nous-mêmes, étant compris, notre espèce étant quand même un peu prolifère, elle a des responsabilités fortes, mais qu'est-ce qu'on fait face à ça, quoi. Voilà. Donc moi, je reste un petit peu sur ma faim parce que je ne vois pas les solutions. Enfin, je vois bien Loïc l'exprime souvent mieux que moi, et je vois bien les difficultés que nous rencontrons, ce à quoi nous sommes confrontés. Je n'ai pas trouvé assez de perspectives, me semble-t-il, dans ce que j'ai entendu ce soir. Voilà. Je le dis comme je le pense, en forme de conclusion. Mais si d'autres, il n'y a plus Jean-Louis, mais il y a le président de la commission Habitat, s'il veut réagir sur la fin, il peut le faire volontiers.